Merci d'être à l'écoute de la radio nationale du Mali. Il est 9 heures à Kita, même heure à Bobo Dioulasso au Burkina Faso, 1 heure de plus à Tilaberi, c'est au Niger. Le journal Bemba Sibi. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Les titres. Au sommaire de cette édition, le bazar diplomatique, c'est un cadre mis en place pour promouvoir la découverte des différents peuples des pays accrédités auprès de notre pays. 25 pays ont répondu à l'appel de la communauté diplomatique présente au Mali. On en parle dès le début de ce journal. Nous irons à Kita pour parler du pèlerinage catholique au pied de Notre-Dame du Mali. La soirée d'hier a été marquée par la veillée sur la colline Mariale avec des prières et des actions de grâce. Dans l'actualité AIS, nous allons parler de la 3e journée de sciences politiques ici au Mali, où prennent part d'éminents chercheurs des pays de l'AIS, de l'inauguration de l'usine de tomates à Bobo Dioulasso par le président du Faso ou encore de l'évaluation de l'année scolaire 2024-2025 dans la région de Tilaberi au Niger. Et l'essentiel de l'actualité sportive en fin de journal avec Famrou Djourté qui nous parlera de la suite du championnat de Ligue 1 professionnel des qualifiés pour la CAN des moins de 20 ans et du mini-tournoi de football au Maroc auquel les Aigles Dames du Mali prennent part. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Lancement donc hier au Centre international de conférence de Bamako du bazar diplomatique, un cadre créé pour promouvoir la découverte des différents peuples des pays accrédités auprès du Mali. 25 pays ont répondu à l'appel de la communauté diplomatique présente dans notre pays. Le lancement des activités s'est déroulé sous la présidence du ministre en charge des Maliens de l'extérieur, représentant son collègue des affaires étrangères. Il avait à ses côtés le ministre en charge de la culture, le compte rendu de Aloussini Touri. Du Brésil à la Tunisie, en passant par la Côte d'Ivoire, le Maroc ou encore le Niger et le Burkina Faso, ce sont au total 25 pays accrédités auprès de la République du Mali qui ont tenu stand au CICB pour d'une part magnifier les relations entre le Mali et leurs pays respectifs et d'autre part présenter au public les potentialités culturelles et économiques de leur pays. Hadi Chebli, ambassadeur de l'État de Palestine au Mali. L'idée de bazar diplomatique, c'est l'idée qui est survenue suite à une réflexion collective de tous les ambassadeurs. Ils ont dit on fait de la diplomatie, on entretient des relations au niveau officiel qui sont très bonnes avec l'État malien et ses différents ministères. Le temps est arrivé aussi à travailler le deuxième volet dans notre mission essentielle qui est la diplomatie, c'est ce qu'on appelle public diplomacy, la diplomatie publique. Et la diplomatie publique se traduit par l'organisation de telles activités. Le gouvernement du Mali attend beaucoup de cet événement qui figure désormais dans l'agenda diplomatique de notre pays. Moussa Agataher, ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Le premier objectif d'un bazar diplomatique est de permettre aux populations qui vous accueillent dans leur ville de visiter vos pays respectifs sans s'y rendre à travers des expositions photos ou vidéos ou des échanges. C'est donc une rencontre d'échange entre la population et vos missions diplomatiques en vue d'une meilleure connaissance entre les peuples à travers leur culture, leur artisanat et leur tourisme. La première édition du bazar diplomatique est votre initiative, monsieur le doyen. Et à travers vous, c'est une manifestation concrète des chefs de mission de se rapprocher de la population malienne et de mieux comprendre ses attentes, de jauger son sens du partage. C'est aussi une occasion de rapprochement entre nations résolument engagées pour le développement de leur pays, de la sauvegarde de leur souveraineté ainsi que de la coopération pour un essor partagé. L'initiative de l'organisation de ce bazar diplomatique doit être encouragée et soutenue afin que chacun des pays présents au Mali puisse se faire connaître et donner l'occasion au peuple malien, qui est un peuple hospitalier, de saisir les opportunités qu'offrent les pays présents ainsi que les possibilités de coopération entre les acteurs des secteurs économiques, culturels et scientifiques. Vivement la prochaine édition du bazar diplomatique pour un essor culturel et diplomatique d'un Mali ouvert et émergent.
Une mission d'évaluation du Fonds mondial pour l'agriculture FIDA au ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ensemble, les deux structures ont passé en revue l'état d'avancement du projet de formation professionnelle, d'insertion et d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux fiers d'eux. Il s'agit d'un projet financé à hauteur de 100 millions de dollars par le FIDA. Le reportage de Famoussa Sidibé et Modibo Traoré. En clair, l'initiative vise à accompagner très bientôt et sur 7 ans plus de 60 000 jeunes de 15 à 40 ans avec au moins 40% de femmes. 8 régions tests sont concernées. Sur plus de 59 milliards de francs CFA de fonds nécessaires au projet, seulement 60% ont été mobilisés. Les conclusions de cette mission d'évaluation devront faciliter la mobilisation du reste du financement. Ndaya Belchika, représentante pays du FIDA. C'est pour donner un boost, un peu d'énergie, regarder un peu plus près ce qui a été mis en œuvre et de convenir ensemble d'un plan d'accélération compte tenu des grands enjeux. Ce projet d'envergure émanant du département de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle fait partie des initiatives nouvelles du gouvernement malien visant à ramener les populations rurales au cœur du développement national, comme l'a rappelé la ministre Oumou Salsek dès son arrivée au gouvernement. Selon elle, ses services techniques sont mobilisés pour cela. Oumou Salsek, ministre de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il ne peut pas avoir un développement qui nous tombe du global, du sommet. Il faut aller du local au global. Ceci est une réalité et surtout que le Mali actuellement traverse une situation complexe. Donc des partenaires comme le FIDA qui acceptent en ce moment accompagner les plus hautes autorités dans la gestion de cette crise pour minimiser l'impact négatif doivent être vraiment salués. Le projet qui a débuté en mars 2024 sera opérationnel dans quelques mois. Son élargissement à d'autres régions dépendra de certains facteurs. Ndaya Belchika, représentante pays du FIDA. On va, aux côtés du gouvernement, étendre le projet dans d'autres zones qui pour le moment ne sont peut-être pas des zones où la sécurité est garantie, mais on est confiant que cela va changer et va permettre au projet de s'étendre dans 8 régions. Jusqu'à présent, tout est satisfaisant. Oumou Salsek, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Mon vœu le plus ardent aujourd'hui, c'est de pouvoir couvrir toutes les régions. Parce que nous savons très bien qu'avec la situation très complexe, les régions du centre et du nord sont très affectées. À court, moyen et long terme, le projet devra être un mécanisme rigoureux de lutte contre la pauvreté et le déséquilibre social. Direction Kitao se tient le pèlerinage catholique au pied de Notre-Dame du Mali. La soirée a été marquée par la veillée sur la colline Marial en présence des autorités administratives et politiques et religieuses du pays. Le diocèse de Caï, dans son animation, a décortiqué le thème à travers une chorégraphie. Ce moment a été aussi marqué par des prières et actions de grâce. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux à Kita, Isaac Tienou et Mfali Sidbi. Au cours de cette veillée au pied de la colline Marial, le diocèse de Caï, à travers une chorégraphie, a partagé ses réflexions et ses convictions. La situation sociopolitique de notre pays a suscité cette réflexion. Caï a développé le thème de ce pèlerinage à travers 4 tableaux. Si dans le premier tableau on parle de jeunesse malienne dans sa globalité, le second fait comprendre que la jeunesse peut. Et pour l'avènement du Mali-Croix, les jeunes doivent se faire chacun un cœur nouveau, nous faire sortir le 3e tableau. Le 4e et dernier renvoi au prophète Jean-Baptiste pour la place de chacun dans la construction du Mali-Croix qui impose à chacun un changement. Or, de façon générale, chacun estime que c'est l'autre qui doit changer. Monseigneur Jonas Damélé, évêque de Caï. Nos attentes par rapport à ces jeunes, c'est que leur foi puisse les aider à s'engager comme citoyens pour la transformation de notre pays, le Mali. Étant donné que nous savons que le pays traverse des situations bien difficiles aussi et que parfois les jeunes sont instrumentalisés, on pourrait même dire enrôlés dans des actes de violence. Daniel Siméon Kéléman, pèlerin. La place de la jeunesse ensemble pour le Mali-Croix. Il y a eu des références bibliques qui ont donné l'expérience pour dire que c'est à travers la jeunesse, à travers le changement de comportement, à travers le changement de cœur, nous pourrons construire ce Mali. Mamadou Koné, ministre en charge des affaires religieuses. Nous avions été gratifiés ce soir sur la colline Marial
par leurs troupes qui nous ont donné un enseignement sur la construction du pays, comment la jeunesse doit se comporter pour que ce Malikois soit une réalité. Je crois que tout un chacun qui a assisté à cette scène a bien compris de quoi il s'agit. La célébration de l'Eucharistie a aussi été un temps fort de cette veille. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. Cette célébration a permis aux frères chrétiens de communier avec le corps et le sang du Christ. Il faut dire que cette veillée au pied de Notre-Dame du Mali a été aussi un moment d'action de grâce. Et Kita, il fallait célébrer Isaac Tienou de l'Ouest. AES Actualité. Nous ouvrons cette page sur l'actualité de l'AES, tout d'abord avec la 3e édition des Journées de la science politique du Mali, organisées conjointement par la Faculté des sciences administratives et politiques et l'Association malienne de sciences politiques. D'éminents chercheurs du Mali, du Burkina Faso et du Niger et leurs partenaires participent à Bamako à l'événement qui a pour thème la souveraineté des États en Afrique de l'Ouest dans un monde en mutation. Le point avec Fadema Keita. L'autonomisation de la science politique comme discipline scientifique est le thème de la conférence plénière considérée comme leçon inaugurale facilitée par le professeur titulaire du CAMES en sciences politiques à l'université Abdou Moumoun de Niamey, Maman Sanoussi Tidiane Alou. Ensuite, les experts présentateurs et participants à cette 3e édition des Journées de sciences politiques au Mali, répartis entre 2 salles distinctes, suivront concomitamment les panels et conférences sur des thématiques aussi riches et variées. L'objectif des organisateurs que sont la Faculté des sciences administratives et politiques et l'Association malienne de la science politique est de faire de nos États des pays souverains, politiquement et économiquement libres. Professeur Abdoul Sogodogo, président de l'Association malienne de la science politique. Les États en Afrique de l'Ouest sont entrés dans une nouvelle phase qui est une véritable reconquête de leur souveraineté dans un monde où la marge de manœuvre des États s'est réduite progressivement. Pourtant, cette affirmation de soi est non seulement fondamentale sur la scène interne, mais aussi sur la scène internationale pour qu'un État puisse prospérer et pouvoir répondre véritablement aux besoins d'État exprimés par ses citoyens. Professeur Paul Traoré, recteur par intérim de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. J'ose espérer que les axes thématiques qui seront développés dans le cadre de ce colloque durant ces 2 jours de travaux aideront à mieux comprendre les enjeux liés à l'exercice de la souveraineté des États en général et en particulier dans l'Alliance des États du Sahel. Pour les partenaires de cette 3e édition, comme la Fondation Marif de Turquie, Intexip, la SMTD, les thèmes des panels et conférences tels que la décolonisation du système éducatif, souveraineté monétaire, géopolitique, sécurité collective en Afrique de l'Ouest et guerre communicationnelle et autres sont des pistes à explorer minutieusement. F. Ceylan, ambassadeur de la République de Turquie au Mali. En premier lieu, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest possèdent les qualités et les potentiels nécessaires pour devenir des États vraiment souverains malgré tous les défis. Bourima Kansai, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Je vous encourage à tirer les meilleures parties de ces 2 jours, échanger vos idées, poser des questions, écouter attentivement et surtout envisager comment nous pouvons ensemble faire progresser notre compréhension collective des enjeux politiques et économiques qui nous concernent tous. Ces journées destinées à la science politique au Mali sont non seulement un espace de discussion, mais aussi de production de connaissances. Les recommandations significatives assorties des réflexions permettront aux décideurs d'être plus engagés et d'être aptes à prendre des mesures pour que nos pays soient souverains. Au Burkina Faso, l'usine de transformation de tomates construite dans la ville de Bobo-Dioulasso a été officiellement inaugurée hier par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Sa réalisation a coûté 7,5 milliards de francs CFA, dont 80% de fonds propres, grâce à l'actionnariat populaire et 20% de participation de l'État.
Les travaux avaient été lancés en septembre 2023 par le président du Faso. C'est une concrétisation du programme de l'entrepreneuriat communautaire piloté par l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC. Cette usine va contribuer à l'atteinte des objectifs de sécurité alimentaire par la mise à la disposition des Burkinabés des produits finis de qualité. Kumbu Honoré Sommet de la Radio Burkina. À cette cérémonie officielle d'ouverture de l'usine, c'est une grande mobilisation de la population de la ville de Sia, dont plusieurs membres de la coordination de la société civile communément appelée les Wanyiyan, qui donnaient de la voix pour montrer leur satisfaction pour cette initiative. Le discours officiel de cette cérémonie est lu par le directeur général de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, Karim Traoré. Dans son discours, Karim Traoré a mentionné que cette usine est donc à l'aboutissement d'un rêve dont le président du Faso s'est permis et qui prend donc corps et fonctionnement aujourd'hui au secteur 31 de Bobo Dioulasso. Une initiative à saluer selon le directeur général de l'APEC. C'est une usine bâtie sur une superficie d'environ 3 hectares avec une capacité de transformation de 100 tonnes de tomates par jour. À entendre le DG de l'APEC Karim Traoré, cette initiative réalisée à plus de 7,5 milliards de francs CFA permettra d'embaucher directement 180 personnes avec un chiffre d'affaires de 8 milliards de francs CFA l'année. Et ce grâce à l'engagement des Burkinabés qui ont cru à ce projet. Il a souligné que la réalisation de ce même type d'usine est prévue à Tinkodogo les mois à venir. Il y a lieu de signifier également que c'est le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a procédé à la coupure du ruban suivi de la visite de l'usine. Au Niger, le gouverneur de la région de Tillabéri a présidé vendredi une importante réunion sur l'évaluation de la rentrée scolaire 2024-2025 dans la région. C'était en présence de tous les acteurs concernés par la question, nous dit Djibrila Namalka de la Voix du Sahel. Offrir aux jeunes Nigériens en général et ceux de la région de Tillabéri en particulier une chance de fréquenter les établissements scolaires, telle est l'une des préoccupations majeures du gouverneur, le lieutenant-colonel Meina Boukar. Il s'agissait pour lui, à travers cette session ordinaire du comité régional Service School Declaration, de faire l'évaluation de la rentrée scolaire 2024-2025. Le bilan de la réouverture des écoles fermées, faire la catégorisation des communes selon les engagements pris lors du forum du 23 novembre 2023, débattre aussi de la feuille de route Back to School contextualisée et faire des propositions et des recommandations pour une meilleure année scolaire 2024-2025. C'est à toutes ces réflexions que sont soumis les préfets des départements, les administrateurs délégués de quelques communes, les inspecteurs pédagogiques et formateurs, afin qu'ensemble l'école puisse retrouver toutes ses lettres de noblesse dans la région du fleuve qui avait subi de plein fouet les affres de l'insécurité, conduisant du coup la fermeture de plusieurs écoles. Mais fort heureusement, les autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, se donnent corps et âme pour sécuriser les localités touchées par cette insécurité, tout comme cela a été le cas pour la campagne agricole, d'où la présence des autorités administratives à cette rencontre capitale pour l'avenir des enfants. Madame la ministre, c'est elle qui conduit les affaires et notre synergie et notre appui sont très importants pour la suite de ces actions. Elle a eu à nous le rappeler, je pense. Nous devons être fiers et très reconnaissants et surtout restons mobilisés pour l'accompagner pour donner une année de réussite. En tant que spécialiste, nous sommes des parents, mais nous comptons sur le système éducatif pour encore mieux encadrer nos enfants pour que le Niger puisse aller de l'avant. Le secrétaire général adjoint du gouvernorat de Tillabéri, les préfets, le directeur régional de l'éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales, les inspecteurs, chacun dans sa sphère de compétences, a apporté un plus afin d'accompagner les efforts multiples et multiformes des autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dans le domaine éducatif, gage d'un développement durable. AES, actualité. Mali Actualité, il est 9h passé de 18 minutes à présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Nous commençons ce tour d'horizon par le Sénégal pour parler de la commémoration des 80 ans du massacre de Thiaroye. Aujourd'hui, c'est l'un des pires crimes coloniaux de l'histoire. Le 1er décembre 1944, l'armée française ouvrait le feu sur des tirailleurs africains dans le camp de Thiaroye. Leur seul crime,
demandé le paiement de leurs soldes. 80 ans plus tard, alors que de nombreuses zones d'ombre persistent encore sur le déroulement des faits et le nombre de victimes, les autorités arrivées au pouvoir en avril dernier veulent inscrire cet événement dans la mémoire collective. Le président américain Joe Biden effectue cette semaine une visite sur le continent afin de présenter un projet de chemin de fer soutenu par les États-Unis et traversant 3 pays. Il s'agit du corridor de Lobito en Zambie, au Congo et en Angola qu'il a présenté comme une nouvelle approche pour contrer une partie de l'influence de la Chine sur les minéraux essentiels de l'Afrique. Au Liban, la trêve est de plus en plus fragilisée par la multiplication des violations israéliennes dans le sud. 3 personnes ont été tuées hier dans un raid israélien sur un village du sud du Liban où la trêve fragile entre le Liban et Israël est entrée dans son 5e jour. L'armée israélienne a interdit aux habitants d'une 60aine de localités de retourner chez eux et n'hésite pas à ouvrir le feu en direction des contrevenants. On termine par la Russie, l'Iran et la Turquie qui ont fait part hier de leurs préoccupations face à l'évolution dangereuse de la situation en Syrie après l'avancée des djihadistes et des rebelles syriens dans la prise de contrôle de la ville d'Alep et des provinces d'Idlib et de Hama. Le président Bachar el-Assad a déclaré dans la soirée que son pays peut vaincre les terroristes après l'offensive rebelle. À présent, la page sport de ce journal. En Espagne, le FC Barcelone a célébré vendredi 29 novembre 2024 son 125e anniversaire. À cette occasion, les félicitations ont afflué de toutes parts. Parmi ces hommages, celui du Real de Madrid a particulièrement attiré l'attention. Sur le continent, les Aigdames du Mali démarrent leur participation dans le mini-tournoi de football au Maroc par une défaite contre le Botswana. Les qualifications pour la CAN des moins de 20 ans 2025 ont livré leur verdict. 12 nations représenteront leur zone lors de la phase finale. Et puis, la deuxième journée du championnat de Ligue 1 professionnelle du Mali se poursuit. Le résumé de l'actualité sportive avec Famrou Djourti. La deuxième journée de la Ligue 1 professionnelle de football du Mali se poursuit ce dimanche avec 3 rencontres. Au stade Omnisport Salif Keita de Kati, l'US Bougouba reçoit l'AS Korofina à 16h. Au même moment, au stade Mamadou Konaté, l'US Bougouni joue contre l'AS Bakaridjan de Baraouli. Juste après cette rencontre, à 18h, le FC Diarra affronte Binga FC. La deuxième journée prend fin mardi 3 décembre avec le match entre Étoile du Mandé et Djoliba Assi. Ce sera au stade Mamadou Konaté à 16h. Le match Stade Malien de Bamako à Israël de Bamako est reporté en raison du déplacement des Blancs de Bamako en Angola pour leur deuxième journée de la Coupe CAF contre Dunda Soul. En ouverture de cette deuxième journée, ce samedi, 11 créateurs et l'AS Police ont fait match nul 0-0. C'est ce même score nul vierge qui a sanctionné la rencontre USFAS Afrique Football Elite. Toujours en football, pour leur entrée en lice ce samedi 30 novembre 2024, les Aigles Dames du Mali se sont inclinés 1-0 devant leur homologue du Botswana dans le mini-tournoi de préparation pour la CAN au Maroc. Suite à une mauvaise sortie de la gardienne de but Adoudou Konaté, les Botswanaises trouvent le chemin des filets à la 80e minute. Malgré les multiples tentatives des Maliennes, le score ne changera pas et le Botswana s'impose par 1-0. La capitaine Koulouba Sogore et ses coéquipières tenteront de redresser la barre face aux Lions de l'Atlas du Maroc mardi 3 décembre 2024 à la faveur de leur deuxième et dernière sortie dans ce mini-tournoi qui sert de préparation aux 3 équipes participantes, toutes qualifiées pour la phase finale de la CAN féminine Maroc 2024 décalée en 2025. Toujours au football sur le continent, suite à la victoire 4-0 de l'Égypte sur la Libye ce samedi, on connaît désormais les 12 nations qualifiées pour la phase finale de la CAN des moins de 20 ans masculin 2025. Des équipes issues des différentes zones géographiques du continent. Les 12 pays sont zone Afrique de l'Ouest, Sénégal, Sierra Leone, Ghana et Nigeria. Zone Afrique de l'Est, Tanzanie et Kenya. Zone Afrique australe, Afrique du Sud et Zambie. Zone Afrique centrale, la République démocratique du Congo et le Congo. Et enfin, zone Afrique du Nord, on a le Maroc et l'Égypte. Initialement attribuée à l'Égypte, l'organisation de cette compétition pourrait connaître un revirement. Après le désistement de l'Égypte en tant que pays hôte, l'Afrique du Sud semble être le choix privilégié pour prendre la relève. Toutefois, la Confédération africaine de football, CAF, n'a pas encore officialisé cette décision. La phase finale de la CAN de moins de 20 ans masculin de football est prévue du 19 février au 11 mars 2025. Les meilleures jeunes pépites africaines s'affronteront pour succéder au Sénégal, champion en titre, et espérer décrocher une place qualificative
qualificative pour la Coupe du Monde de la catégorie. En Espagne, le FC Barcelone a célébré son 125e anniversaire vendredi 29 novembre 2024. À cette occasion, les félicitations ont afflué de toutes parts, émanant des personnalités du football, d'anciens joueurs et même de clubs rivaux. Parmi ces hommages, celui du Real Madrid a particulièrement attiré l'attention. Dans un geste empreint d'élégance et de respect, le club madrilène a publié un message sur ses réseaux sociaux pour célébrer cet anniversaire historique. À travers un post sobre et classe, le Real Madrid a écrit, je cite, « Félicitations pour votre 125e anniversaire FC Barcelone. C'est un honneur pour le Real Madrid de rivaliser avec un grand rival comme vous tout au long de notre histoire. » Fin de citation. Ce message partagé sur le réseau social X, anciennement Twitter, illustre la reconnaissance mutuelle et l'importance des confrontations entre les deux clubs. CAN féminine 2024 de handball pour terminer, les léopards dames de la République démocratique du Congo ont signé une victoire cruciale 25-23 contre la Tunisie à l'occasion de la 3e journée dans le groupe B. Ce succès est le deuxième en 3 sorties de la RD Congo lors de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de handball qu'elle abrite. Toujours dans le groupe B, l'Angola a battu la Guinée par 35-22 et le Cameroun a dominé l'Ouganda 36-16. Dans le groupe A, le Sénégal a enregistré sa 3e victoire en autant de matchs et inflige par la même occasion à l'Égypte sa première défaite dans le tournoi. Le score est de 31-24. Le Cap-Vert a pris le meilleur sur le Kenya 34-26. L'Algérie s'est inclinée 17-24 devant le Congo. La 4e journée prévoit ce dimanche les affiches suivantes. Dans le groupe A, Égypte-Kenya à 13h, Congo-Cap-Vert à 14h et Sénégal-Algérie à 16h. Dans le groupe B, l'Ouganda sera face à la Tunisie à 12h, le Cameroun et l'Angola s'affrontent à 15h et la Guinée joue contre la RD Congo à 17h. À 9h passé de 25 minutes, on prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi, une édition mise en onde par Alima Ouattara. La mise en ligne a été assurée par Mohamed Koulibaly, une réalisation, coordination Ousmane Daou. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h dimanche, une présentation de Ibrahima Traoré. Merci de l'avoir suivi. Bonne écoute radiophonique sur les ondes de la Radio Nationale du Mali.